Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on va concentrer sur un sujet très important tel l'inauguration par le chef de l'État de la plus grande station de dessalement d'eau au monde aujourd'hui. Et pour faire face à tout ce qui concerne pénurie d'eau qui frappe le monde en général. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à l'inauguration de la station de dessalement de Bahr al-Bakr, la plus grande du genre avec des coûts d'environ 20 milliards de livres égyptiennes. La station, d'une capacité de production de 5 600 000 mètres cubes d'eau par jour, contribuera à la remise en état de 400 000 fédans, soit l'équivalent de 800 000 hectares dans le cadre du projet national du développement du Sinaï, en plus de l'amélioration du système d'utilisation optimale des ressources en eau de l'État. Salih Hamed et Wael Saïd nous donnent les détails. La station d'épuration d'eau de Bahr al-Bakr est la plus grande du genre au monde, avec un coût d'environ 20 milliards de livres égyptiennes, une capacité de production de 5,6 millions de mètres cubes par jour d'eau triplement traitée. Il est prévu que l'eau soit transférée sur les terres du Sinaï du Nord pour contribuer à la remise en état de 400 000 fédans dans le cadre du projet national de développement du Sinaï et pour renforcer le système d'utilisation optimale des ressources en eau de l'État. Le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a souligné que le projet de station d'épuration de Bahr al-Bakr s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État depuis 2014 pour développer le Sinaï, ajoutant que l'exploitation des ressources naturelles du Sinaï et les projets qui y sont mis en œuvre sont le rêve de tous les Égyptiens. M. Madbouli a expliqué que la région du Sinaï sera une plaque tournante pour établir une nouvelle vie en dehors de la vallée et du delta, car elle assiste à un développement majeur de projets sous les directives du président El-Sisi, notant que le volume de projets de développement dans le Sinaï et la région du canal de Suez s'élève à 700 milliards de livres. Il a souligné que la mise en œuvre du développement du Sinaï dépend de 5 axes, dont le premier est la construction de ponts de développement, l'augmentation de sa connexion avec le reste de l'Égypte, le développement des infrastructures des services de base, l'investissement dans l'industrie et l'agriculture, le développement du tourisme et la création de nouvelles communautés urbaines. Le Premier ministre a souligné également que l'année prochaine, l'aménagement de Sainte-Catherine sera achevé, voire cette zone est digne du caractère sacré. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné la suppression de tous les empiètements sur les canaux et les terres agricoles dans un délai de 6 mois. Le chef de l'État a chargé le ministère de l'Irrigation et des Ressources en eau, de l'Intérieur et des Forces armées de supprimer toutes les infractions et de soumettre un rapport mensuel sur ce qui a été accompli. Le président a ordonné la suppression de toutes les infractions qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années. Le président El-Sisi a déclaré que le coût des projets de développement du Sinaï se chiffre en milliards et que les forces armées sont chargées de protéger ces installations contre tout acte terroriste. Le chef de l'État a inauguré 6 usines de dessalement d'eau et de traitement des eaux usées par visioconférence. La station d'épuration de Bahr al-Bakr d'Abou Znim, une usine de dessalement d'eau à Dab, une autre à Ras Cedre, la station de relevage Cheder Azem et la nouvelle station de pompage d'El Salem. Il s'agit bien sûr de l'événement du jour, c'est l'inauguration de la plus grande station de dessalement de l'eau de mer par le président Abdel Fattah el-Sisi à Bahr al-Bakr. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio M. Amr Souheili, vous êtes journaliste et chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, de quoi il s'agit exactement cette station? Quelle est l'importance de cette station? L'importance de cette station consiste à, déjà d'un côté, produire une capacité importante d'eau potable, et puis pour l'irrigation également, qui pourrait
effectivement irriguer les 500 000 Feddans et dans la première étape. C'est dans le Sinaï. Dans le Sinaï, exactement. Et cela, comme a précisé le président de la République aujourd'hui, vont coûter environ 150 à 160 milliards de livres égyptiennes. Donc cela met l'accent sur l'importance de garder la base de la terre agricole au delta et sur le Nil, le deux rives, etc. Donc la terre ancienne du Nil, il faut la protéger au maximum et éviter qu'elle soit diminuée, puisqu'il y a d'autres événements qui pourraient diminuer cela avec les changements climatiques, également les autres interventions qui pourraient être sur le Nil. Avec le développement que vit l'Égypte actuellement depuis quelques années, l'Égypte a besoin de plus de quantité d'eau pour la bonification des terrains, pour le développement en général. Sans doute, on vit actuellement, comme on a précisé, comme on a fait recours aux Nations Unies pour le préciser, on vit une période de pauvreté au niveau de l'eau. On n'a pas assez d'eau pour couvrir les besoins de nos 100 millions et quelques d'habitants. Donc, protéger chaque goutte d'eau en Égypte, c'est le devoir de chaque Égyptien. Donc, et cela va dans ce sens. Comme cela, on exploite toutes les possibilités pour qu'on partage les responsabilités d'eau du Nil, le don qui a fait le don de l'Égypte depuis des millénaires, qui était la cause principale de développement de la vallée du Nil. Donc aujourd'hui, on exploite toutes ces possibilités pour démontrer également qu'on fait de notre côté le meilleur à faire et de notre mieux pour éviter un problème qui pourrait coûter la baisse de nos productions agricoles et éviter tout embarras dans le futur à ce niveau. Depuis l'éviction, ou bien le départ des frères musulmans du pouvoir en Égypte, 2013, et soit les frères musulmans, soit les extrémistes en général qui se sont installés dans le Sinaï, où ils ont essayé de déstabiliser la situation et de faire des attentats contre l'armée, contre même les civils et contre la police, bien sûr, etc. Ouais. Alors, un tel projet de développement dans le Sinaï, est-ce que ça pourrait aider l'État ou bien les services de sécurité à mettre fin à ces organisations terroristes? Sans doute, parce que 500 millions de Feddans, cela veut dire une population grandissante autour. Ah oui, 500 000, pardonnez-moi, un demi-million de Feddans, donc cela veut dire, c'est énorme quand même, c'est une terre agricole vaste et elle demande une population adéquate à ce projet. Donc il y aurait deux populations qui proviendra dehors de la Sinaï, à côté de la population du Sinaï, qui pourrait, notamment dans les zones, depuis les zones les plus peuplées, par exemple à Arish ou dans les villes où il y a une grosse population concentrée, se déplacer pour profiter de ce que pourrait une terre agricole avec une vie plus calme, plus sereine, avec une production et bien sûr, la population va protéger ces... Exactement. Cela, c'est responsabilité, les gens, de leur responsabilité, de leur présence, de leur appartenance à cette terre et l'appartenance de cette terre à eux, cela créera ce lien fatidique qui pourrait sauver le Sinaï, sauver la population du Sinaï du fanatisme ou de n'importe quelle tentation d'intérisme. Bon, deuxième chose, c'est préserver les terrains agricoles, préserver les canaux d'irrigation contre toute violation de la part des habitants.
Alors il y a eu des décisions de la part du président aujourd'hui. C'est le bras de fer contre quiconque qui va violer les terrains agricoles ou bien les canaux d'irrigation. Exactement. C'est la comparaison que le président a insisté de démontrer ou d'expliquer à la population aujourd'hui, à nous, à son peuple, à nous-mêmes, bien sûr, à tout le monde, ce qui est au monde entier également, parce que le coût de la bonification des terres. De créer de nouvelles terres agricoles pour être utilisées, ça n'a rien à voir avec de ce qui existe déjà. Donc, le rapport est fois 1000 fois, par exemple, je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul exact, mais le bénéfice qui pourrait un monsieur bénéficier en détruisant la terre agricole pour l'utiliser pour l'habitat, par exemple, est incomparable et fera des dégâts inconsidérables qui ne peut pas être comparé avec le gain qu'il le fait. Le gain qu'il le fait, il fait, par exemple, lui fait économiser 500 000 livres ou 1 million de livres égyptiens, par exemple, au niveau de la structure, si est familiale ou etc. Cela n'est pas comparable pour le même terrain, le même parti de terrain, admettons, par exemple, à 400 mètres ou 800 mètres, et pour le faire à 800 mètres, pour la faire sur une terre sablée, c'est autre dimension et un autre budget. C'est complètement un autre budget. Donc, il faut qu'on soit très prudent dans ce que nous possédons actuellement et encore de cette terre fertile du Nil. Oui, on a demandé, ou le président a demandé aux autorités de libérer toutes ces violations, ou bien libérer les terres agricoles de toutes ces violations, mais aussi les canaux d'irrigation, parce que quand on passe, quand on passait, il y a beaucoup de canaux qui ont été rénovés, mais il y avait beaucoup de dégâts dans ces canaux, ce qui, bien sûr... Ce qu'ils ont fait exactement également, c'est le fait de mettre des couches de béton pour la couvrir, ainsi protéger l'eau de ne pas être gaspillée, exactement. C'est un moyen d'optimiser au maximum les possibilités qu'on a, comme on a bien expliqué que chaque goutte d'eau compte, d'ici jusqu'à la fin du siècle, etc. Et peut-être plus, parce que c'est tout l'ensemble et le destin de l'humanité est centré sur cela, l'eau et tout ce qui concerne le climat et la nature en général, parce que avec le réchauffement climatique, la porte de sortie est de rebâtir des forêts, reconstruire des forêts de nouveau, de faire des poumons pour nous aider à respirer. Oui, ça fait partie du plan de l'État 2030. Voilà. Le fait de la création de cette station de dessalement d'eau va créer toute une toute une communauté qui va vivre. Exactement. Qui va vivre. Une communauté urbaine qui va coloniser, si on peut utiliser le terme. Est-ce que c'est agricole seulement? C'est ça ma question. Il y aurait des usines, il y aurait une vie entière. Il y aurait des communautés qui vont vivre là-bas et qui vont bâtir de nouvelles villes, etc. Et c'est ce qui est conforme avec toute la stratégie du pays, de bâtir de nouvelles villes à côté des anciennes pour pouvoir optimiser les deux à la fois. Ça nous rappelle des tunnels qui ont été creusés et qui relient entre l'Est et l'Ouest du canal de Suez. Exactement. C'est des projets gigantesques et c'est très nécessaire pour le développement futur du pays. Ouais. Et comme ça, il y aura beaucoup des habitants qui vont même émigrer. Oui, pas une immigration, mais en facilitant le transport avec les monorails, avec les projets, avec tout le réseau. Comment vous voyez le futur du Sinaï?
après tous ces projets? Avec le futur de Sinaï, espérons-le qu'il soit prospère, parce que c'est une terre pleine de ressources minérales, et touristiquement elle est très intéressante, et en même temps elle a un climat très modéré. C'est magnifique. C'est magnifique la plupart de l'année, donc c'est agréable à vivre, agréable à y vivre. Malheureusement, il n'y avait pas assez de services. Avec ce projet, le service qui manquait, avec ce projet et les infrastructures qui ont été mises en place. Vont être. Voilà. Bon, je passe à un autre sujet, c'est concernant une réunion tripartite qui a regroupé le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et ses homologues chypriotes et grecs qui a eu lieu en marge de l'Assemblée générale de l'ONU tenue à New York. La réunion s'est concentrée sur les moyens de relancer la coopération entre les trois pays amis dans les différents domaines et la coordination sur les questions d'intérêt commun. Salih Hamad et Wael Saïd nous donnent les détails. L'Égypte, Chypre et la Grèce ont affirmé une coordination sur des questions d'intérêt commun lors d'une réunion du ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry avec ses homologues chypriotes Nikos Christodoulides et grec Nikos Dendias en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que la réunion a porté sur des discussions sur le renforcement de la coopération entre les trois pays amis dans divers domaines et la coordination sur des questions d'intérêt commun. Le Caire insiste sur la poursuite de l'activation des cadres de coopération tripartite avec Chypre et la Grèce. Il est à noter que l'Égypte entretient des relations étroites avec la Grèce et Chypre et que les trois pays tiennent régulièrement des sommets dans le cadre de leur coopération dans le domaine de l'énergie en Méditerranée. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry s'était entretenu avec son homologue grec. Le porte-parole officiel du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a déclaré que cette réunion s'inscrit dans la continuité de la coopération étroite et fructueuse entre l'Égypte et la Grèce et pour assurer le suivi de la coordination sur la mise à niveau des relations bilatérales entre les deux pays amis. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait reçu ce mois-ci au Caire son homologue chypriote Nikos Anastasiades. El-Sisi avait exprimé son appréciation pour la mise à niveau du cadre général des relations entre les deux pays, estimant que cela reflétait l'intérêt de renforcer et de pousser les relations à un niveau avancé. En septembre 2020, l'Égypte, la Grèce et Chypre, ainsi que l'Italie, la Palestine, la Jordanie et Sahel ont lancé le Forum du gaz de la Méditerranée orientale en tant qu'organisation régionale basée au Caire. Le forum vise, selon un communiqué officiel des représentants des 6 pays à l'époque, à promouvoir la stabilité et la prospérité régionale et à créer une atmosphère de confiance et de relations de bon voisinage à travers la coopération régionale dans le domaine de l'énergie. Alors, on peut considérer qu'actuellement, il y a une relation très particulière entre l'Égypte, Chypre et la Grèce depuis quelques années, depuis l'accès au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a fait un rapprochement entre les trois pays. Ouais, très important. Comment vous voyez cette relation ? Oui, je trouve cela a été accentué avec notamment les accords pour le partage des zones économiques d'eau, etc. Ce qui, aujourd'hui, il faut bien sûr féliciter les efforts du ministre des Affaires étrangères et ses activités assez nombreuses au sein de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères américain, comme le russe, et également les chypriotes, entre autres, le chypriote et les grecs, et également
plein d'autres, comme le ministre des Affaires étrangères, son Excellence algérien, des Affaires étrangères, etc. Mais en ce qui concerne le dossier chypriote et grec, les accords de partage d'eau nous a aidé à avoir accès à du gaz naturel qu'on pourrait liquidifier et le transporter en Europe. Cela pourrait optimiser la production de nos usines dans ce cadre, notamment qu'on l'a déjà construit, on a payé les prix de ces usines de liquidification de gaz. Également, il y a le projet pour relier l'Égypte et Chypre avec de l'électricité propre, ce qui pourrait dire que l'Europe pourrait avoir de l'électricité égyptienne également, donc pourrait bénéficier de cela. Que l'Égypte va approvisionner le provisionnement de l'électricité et du gaz. De l'énergie verte surtout. Verte surtout. Et ce qui est très intéressant pour les Européens et également pour les Égyptiens, parce que maintenir l'électricité est très difficile tant qu'elle est produite, etc. Donc, en même temps, on a des millions d'effets de dents et des hectares de potentiel pour y mettre des réseaux pour la production de l'énergie solaire et éolienne, etc. Donc, pour produire de l'énergie propre, il y a une possibilité, parce que au sud de l'Alexandrie et du côte nord égyptien, il y a une importante partie du désert, donc tout ce terrain pourrait être à côté de ce que pourrait être pour l'irrigation et la culture, pourrait être utilisé aussi pour la production de l'électricité. Donc c'est des projets pour le futur et c'est très important de tout le temps de maintenir cette alliance et d'avoir toujours un compte rendu de ce qui a été fait, de ce qui va être fait, etc. Les accords entre les trois pays, c'est très important. Là, on a mentionné quand même d'autres pays. De la Méditerranée, on a la Palestine, Israël, l'Italie, je crois la France aussi. Mais est-ce que il y a eu un très grand problème concernant la Libye, concernant l'énergie ou bien En réalité, si vous voyez bien, tous les projets de l'Égypte, ils ne sont pas comment dire, un numerus clausus au niveau des alliances. À côté, tout ce qui veulent, ou tout le pays qui veut y participer au développement de la région comme au continent, aux deux continents, asiatiques et africains, et ils sont les bienvenus. Donc il n'y a pas de limite à ce que pourrait être un vrai projet d'avenir pour le pays et pour l'ensemble de la région. Et du point de vue égyptien, l'essentiel, c'est le bien-être de la population et c'est le devoir de chacun, de tout et chacun ma question était, est-ce que la Libye était impliquée quand même concernant ces accords de... Pour la Libye, on attend toujours, on espère les élections, c'est la priorité. Avant la fin de l'année, je ne sais pas si ça va... Le calendrier va être maintenu, mais sans doute la Libye pourrait avoir une part importante avec tout ce qu'elle a des ressources pétrolières, etc. Et de gaz. Mais ce qui est plus important, c'est avoir la stabilité et un retour à une paix réelle en Libye, avec un retour à la normalité de ce qui a été une vie normale, pacifique entre les habitants de la Libye.
Très bien. Je vais passer à un troisième sujet. C'est concernant toujours les activités du ministre égyptien des Affaires étrangères qui se trouve actuellement à New York pour assister à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies et ses rencontres. Cette fois-ci, c'est en marge de sa visite à New York, où il a participé aux travaux de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est réuni avec plusieurs ministres des Affaires étrangères pour évoquer le point de vue de l'Égypte vis-à-vis de la situation dans la région et les moyens de soutenir la paix et la sécurité aux échelons régional et international. Regardons ce reportage. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a participé lundi à la réunion ministérielle de consultation de la Ligue arabe, tenue à New York en marge de la 76e Assemblée générale des Nations unies. La réunion vise à examiner le renforcement des mécanismes de l'action commune et à coordonner les positions sur les plus importantes questions arabes. M. Shoukry s'est entretenu lundi avec son homologue chypriote Nikos Christodoulidis pour examiner les relations solides entre les deux pays amis. Mardi, le chef de la diplomatie a examiné avec son homologue pakistani Shah Mahmoud Qureshi le renforcement des relations bilatérales dans les divers domaines. Mardi, M. Shoukry s'est entretenu avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, pour examiner les relations bilatérales dans le cadre du partenariat avec l'Égypte. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont fait l'objet d'examen lors de cet entretien. Le chef de la diplomatie égyptienne et son homologue tunisien Othman Jerandi se sont réunis aussi mardi pour examiner la promotion des relations égypto-tunisiennes, toujours en marge de la 76e Assemblée générale des Nations unies. Les deux ministres se sont entretenus de la coordination constante des deux pays face aux défis communs, la promotion des mécanismes de l'action arabe et des moyens de rehausser les relations distinguées des deux pays frères, vu que la Tunisie est le membre arabe au Conseil de sécurité. M. Shoukry s'est également entretenu mardi avec la ministre estonienne de AE, Eva-Maria Liimets, et ont discuté des relations bilatérales et la coordination des efforts au sein des instances internationales. Alors que lors de son entretien avec son homologue rwandais, M. Shoukry a discuté des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Une réunion également a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et son homologue indien pour examiner plusieurs questions d'intérêt commun et le renforcement des relations bilatérales dans les divers domaines. Des activités de la part du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, au cours ou bien en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà, il a commencé par se rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Alors, le Pakistan, c'est-à-dire on parle de l'Asie. On parle du voisin de l'Afghanistan. Quelle est l'importance de cette rencontre? Et de l'Inde également, traditionnellement. Et de l'Inde, de la Chine. Ouais. Mais c'est très important de maintenir tout le temps des bonnes relations avec les pays. C'est un pays musulman, islamique, qui est important dans la région et qui... comme vous l'avez souligné, qui a une proximité avec l'Afghanistan. Et l'Afghanistan, c'est un terrain d'un scénario qui était un peu... on peut dire instable. Oui, difficile à voir, pas difficile à voir, mais c'était un peu qui sort de l'ordinaire, de ce qui était planifié par les Américains, notamment en ce qui concerne l'existence et la résistance d'une armée locale, etc., et le maintenir le régime de M. Ghani, par exemple, aujourd'hui, aux Nations Unies, il y aurait une session pour voir qui va représenter l'Afghanistan
Oui. Aujourd'hui, puisque jusqu'à présent, à la session des Nations Unies, le représentant de l'Afghanistan, c'est le représentant de M. Ghani. Oui. Et pourtant, les talibans ont demandé d'être représentés. Oui, et il y a un groupe de ce qui est appelé les amis de talibans, notamment le Pakistan, l'Iran, de la Chine, également je crois la Russie Qatar, aussi. Etc. Alors, oui, la Russie. Oui, donc il y aurait un consensus pour trouver une solution et sans doute accepter les talibans comme sur les terrains, ils ont le pouvoir. Mais donc c'est un sujet donc, qui implique également le Pakistan et le Pakistan serait ce pays très important pour avoir une idée générale de ce qui est l'Asie d'aujourd'hui. Bien sûr. Parce que le Pakistan, comme d'autres pays, il a fait au niveau économique un boom qui a pu offrir à ses habitants un bien-être qui pourrait être dans plusieurs domaines un modèle ou apparenté à un développement en Égypte. De chaque pays, on devrait chercher le meilleur pour fournir à notre population. Ouais. Mais ce qui... Ouais, allez. On passe à une autre région, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Alors, Monsieur Hassan Marchoukli s'est rencontré aussi avec des responsables européens. Ils ont parlé du partenariat euro-égyptien, les relations entre l'Égypte et l'Union européenne. Comment vous voyez cette rencontre ? Je vois cela est très important, notamment dans beaucoup de dossiers, le dossier de l'immigration clandestine, le dossier des réfugiés, également le processus de paix en Moyen-Orient, donc c'est la question palestinienne, qui aujourd'hui le président de la République, M. El-Sisi, a bien précisé qu'un accord un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale, avec un retour des réfugiés, etc., mais surtout des frontières de 4 juin 67 est quelque chose d'important. Ça reste négociable. Donc tout cela est sur la table de négociation, également le sujet libyen, tunisien, et également la situation en Europe, parce qu'il y a un changement très important. La sortie de Mme Merkel après 16 ans ou 14 ans de bons et loyaux services pour l'Allemagne et pour l'Europe, la dame de fer, mais c'est une dame très excellente, c'est un modèle pour toute femme qui cherche le pouvoir dans tout pays. Toute femme et tous les hommes, il faut dire. Tous les hommes, exactement. C'est universel, c'est ce qu'elle a fait avec une rigueur et une bravoure et une personnalité à l'allemande qui comment dire, qui sollicite la félicitation et sollicite le respect. Le respect, bien sûr. Sans doute. Donc, et donc il y aurait un changement en Allemagne, il y aurait des élections prochainement en France. Donc, et avec le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne a reformulé l'Union européenne en quelque sorte dans le futur. Donc maintenir des relations étroites parce qu'il y a des maintes dossiers qui sont entre les deux pays, entre les deux, si on pourrait... les deux parties. Bilatéral, les deux parties. Donc c'est très important d'avoir toujours des relations assez étroites avec l'Union européenne. Oui. Une autre rencontre, c'était avec le ministre tunisien des Affaires étrangères. Alors, la Tunisie, un pays très important au nord de l'Afrique, les relations avec l'Égypte, c'est très bonnes relations, mais quand même, il y a des problèmes concernant les frontières avec soit la Libye et des relations entre l'Égypte et la Tunisie concernant ce dossier. Oui, mais c'est plutôt pas question en ce moment, je pense pour la Tunisie, la question c'est de soutenir le président dans ce qui est ses décisions qui pourraient sembler être n'est pas très
apprécié par quelques parties de la population. On a vu par exemple, des missions du Parlement, etc. Mais cela pourrait être nécessaire ou semblait être nécessaire pour instaurer une stabilité, une lutte contre la corruption et beaucoup de dossiers. Donc il faut faire confiance au président de la République tunisienne et le soutenir pour mieux faire pour la population. C'est considéré comme un soutien de la part de l'Égypte. De l'Égypte au président. Au président et au pouvoir. Ouais, au pouvoir tunisien, dans ce qu'il fait, en espérant que cela amènera le bien-être du peuple tunisien. Bien sûr. Là, une autre rencontre. Et également, si vous me permettez, en ce qui concerne le dossier de rencontre avec le ministre des Affaires étrangères algérien, il y a, je pense, des essais diplomatiques et des essais qui sont faits par monsieur le ministre des Affaires étrangères pour faire une sorte de rapprochement pour éviter ce qui est passé entre le Maroc et l'Algérie. Oui. Nous sommes en train d'essayer de rapprocher les deux peuples arabes très importants. Voilà, les pays du Maghreb, c'est très important. Là, il y a eu une rencontre... fraternité éternelle entre les deux peuples. Bien sûr. Il y a eu une rencontre très importante avec le ministre rwandais. Et il faut dire que le Rwanda, c'est un pays magnifique qui a pu dépasser les conséquences de la guerre civile, qui a vu 1 million de morts peut-être dans les années 90. Et aujourd'hui, c'est la plus belle capitale, si je parle de la capitale rwandaise, Kigali, la plus belle capitale en Afrique, un développement magnifique, etc. Très importante réunion, je crois. Oui, je pense que l'Afrique, elle est très importante aujourd'hui, parce que, et même en ce qui concerne le sujet du corona, du virus de corona, par exemple, M. Guterres, le président des Nations Unies, donc le secrétaire général des Nations Unies, a précisé qu'on a peut-être réussi au niveau des vaccins dans la science et on a échoué dans ce qui est éthique et ce qui est déontologique dans l'histoire. Parce que la population africaine, pas plus de 3% qui ont été vaccinés jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Égypte, elle maintient les efforts pour offrir et faire ces vaccins pour essayer de la démocratiser dans la population africaine. Donc c'est un sujet très important également et qui devrait être souligné également à ce niveau. Donc à propos de Kigali, on souhaite le meilleur pour la population de Rwanda et espérant que ce qui a été passé dans le passé, c'est du passé. Donc, et un pardon pourrait être à la Nelson Mandela, ce qui a été fait à Afrique du Sud pourrait résoudre, renforcer les relations entre les ethnies différentes dans ce pays. Dans ce pays. Et si on parle de l'Afrique en général, c'est le terrain c'est le grand marché du monde, le terrain qui a besoin, ou bien le continent qui a besoin vraiment d'un grand développement dans tous les domaines. Alors, comment rapprocher entre les pays africains pour réaliser un vrai développement dans ce continent? À travers ce qui existe déjà. Donc, les ressources, ça existe. Les ressources et les organisations qui sont déjà existantes. Parce que, par exemple, au niveau de nos négociations pour le barrage, on compte également sur l'Afrique et l'organisation africaine. Donc, c'est très important de penser l'Afrique en étant l'Asie du XXIe siècle.
L'Asie, c'est le continent qui s'est développé au XXe siècle. Espérons que l'Afrique soit le continent qui va se développer au XXIe siècle. D'où vient l'importance des réunions et avec l'Union européenne, avec les pays asiatiques et en même temps avec les pays africains? Oui, c'est une coordination pour ce qui était tout le temps comment dire, le domaine vital de l'Égypte, l'espace naturel, l'espace d'entourage de l'Égypte. Donc l'Asie, l'Europe, nous sommes placés presque au milieu de 3 continents. Donc nous sommes un point qui pourrait rattacher tous les 3 continents ensemble. Donc l'Égypte avait dans le passé un rôle central et dans le futur, en espérant avoir un rôle plus développé et plus prospère pour le bien de la population. En gros, vous considérez... Avec un historique de ce qui a été des bonnes relations ou des efforts de ce qui a été les unions des peuples afro-asiatiques, etc. Il y a une organisation de ce nom qui existe toujours à Manial, etc. Et qui travaille pour œuvrer pour la fraternité, le rapprochement des peuples des 2 continents. Et l'Europe, elle ne devrait pas avoir une invitation, elle est invitée de toute façon. Bien sûr. C'est le continent le plus proche quand même des deux, Asie, Afrique et Europe. Et le vieux continent. Oui, le vieux continent également, et l'ancien colonisateur, donc même... On ne parle pas d'indemnité physique, mais au moins d'indemnité morale et éthique. Ma dernière question, c'est concernant comment vous voyez en général la visite du ministre des Affaires étrangères à New York. Est-ce que ça a donné ses fruits? Oui, ça a donné ses fruits. Sans doute avec la non-présence du président Al-Sisi qui avait beaucoup de travail en Égypte, visiblement avec ce qui a inauguré aujourd'hui et d'autres sujets à traiter. Donc, surtout avec le coronavirus. Également, oui. Mais le mot qu'il a dit à l'ouverture de la session nous laisse à des lignes qui nous guident, qui est l'importance de soutenir la vaccination pour la population africaine et également de l'autre côté compter sur le pouvoir de la logique ou la force de la logique, et non pas la logique du pouvoir ou la logique de la force. Je vous remercie beaucoup, Amr Zohairi. Je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Je vous remercie pour toutes ces explications. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Très bonne soirée, au revoir.